Le soir où Léa est revenue, la lumière avait cette fatigue dorée des fins d'été en Provence, celle qui fait croire que tout est paisible, alors que la terre, dessous, garde encore la chaleur comme un secret. J'avais préparé une table simple sous le grand chêne, celui qui a vu mourir mon père et grandir ma fille, celui qui ne juge pas mais qui n'oublie rien. Une nappe de coton, un pain frotté d'ail, un tian d'aubergine, une bouteille de notre rouge, pas le meilleur, celui des jours ordinaires. Je voulais que le premier repas soit un retour, pas une cérémonie. Ils sont arrivés dans un bruit de pneus sur le gravier, puis un silence, et ce silence-là m'a fait lever la tête avant même de les voir. Léa avait les épaules un peu plus droites, le sourire un peu trop près, comme si elle portait une histoire qu'elle voulait imposer aux autres. À côté d'elle, Julien. Tout de suite, l'air a changé. Comme lorsqu'on ouvre une armoire pleine de tissus rangés trop longtemps. Un parfum dense, sucré, trop urbain, trop volontaire, qui a recouvert l'odeur du thym et des pierres chaudes. Il m'a tendu la main avec une assurance lisse, la paume ferme, le regard posé sur moi comme on pose une étiquette sur une bouteille. « Madame Isabelle, enfin, j'ai tellement entendu parler de vous. » Sa voix n'était pas agressive, elle était polie, et c'est cela qui m'a serré le cœur. La politesse peut être une arme quand elle ne laisse aucun angle pour respirer. Léa m'observait, guettant mon approbation comme une enfant attend un signe au bord d'un plongeoir. Je n'ai rien donné de trop. J'ai souri, j'ai fait ce que font les femmes de ma génération. J'ai accueilli, j'ai servi, j'ai contenu le monde dans une assiette. Autour de nous, la Bastide respirait lentement, les volets bleus, les murs épais, les tomates usées, et derrière, les rangs de vignes, notre horizon de travail, la preuve que la patience est une forme de courage. Julien a regardé le tout comme on regarde un tableau qu'on veut acheter. Il a complimenté l'architecture, les pierres, le chêne, avec des mots bien choisis, puis sans heurts, sans bruit, il a laissé tomber la première question comme une graine. Les parcelles autour, elles vous appartiennent toutes en pleine propriété, ou il y a des indivisions, des droits de passage. J'ai posé la carafe. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je connais le son d'une question innocente. Elle trébuche, elle s'excuse presque. Celle-ci glissait, impeccable. Léa a ri, un peu trop fort. Julien est curieux, tu sais. Il aime comprendre. Comprendre. Voilà un mot qu'on offre comme un bouquet pour cacher l'odeur d'un calcul. Je lui ai répondu avec la même douceur que j'emploie pour tailler les rosiers. Sans brutalité, mais sans hésitation. Ici, on comprend en marchant. Tu verras, Julien, les terres parlent mieux que les papiers. Il a souri, comme si je venais de lui donner une invitation. Puis il s'est penché vers le verre, a fait tourner le vin avec une précision qui imitait la passion. Ce rouge, il a une belle structure. Et la production, c'est combien d'hectares exploités? Je l'ai regardé. Il savait déjà. Les gens qui demandent vraiment ne visent pas juste. Ils cherchent leur chemin. Lui, il visait. Léa, elle, parlait de Paris, du rythme pas, des opportunités, avec cette exaltation qui fait oublier la fragilité. Je l'écoutais en hochant la tête, mais mon attention était ailleurs. Dans les petites failles, les micro-pressions, la façon dont Julien interrompait parfois pour reformuler à la place de Léa, comme s'il lui prêtait des mots plus solides. Après le plat, j'ai proposé une promenade jusqu'au portail, pour respirer. Julien s'est levé aussitôt. Léa a dit qu'elle restait 2 minutes pour m'aider à débarrasser, mais je l'ai vue filer aux toilettes, prétexte léger, fuite involontaire. Julien et moi nous sommes retrouvés côte à côte dans l'allée de cyprès. Le soir tombait et l'air avait ce goût de poussière fine qui annonce le Mistral. « Votre domaine est impressionnant », a-t-il soufflé. Puis, presque comme une confidence, et lourd à transmettre, j'imagine. Les droits, les abattements, c'est un vrai sujet, surtout quand on veut protéger sa fille. Le mot « protéger » a claqué comme une promesse. Il n'a pas dit prendre, il n'a pas dit gagner, il a dit protéger. C'est ainsi que les prédateurs entrent par la porte des bonnes intentions. Je me suis arrêtée face au chêne et j'ai posé ma main sur l'écorce. Elle était tiède, rugueuse, familière. Je me suis entendue répondre très calmement « Protéger Léa, je le fais depuis 30 ans, sans conseil, sans parfum, avec des mains. » Son sourire n'a pas bougé, mais son regard, oui. Une seconde de trop, une seconde qui mesurait. Puis il a repris plus léger.
Je respecte énormément ça. Vous savez, à Paris, on oublie ce que c'est, la terre. Il a prononcé la terre comme on prononce l'or. Et dans cette seconde-là, j'ai compris que Julien n'était pas venu goûter notre vin. Il était venu pour la bouteille entière, pour la cave, pour le nom sur l'étiquette. Et Léa, mon enfant, était son tire-bouchon. Quand nous sommes revenus à la table, Léa avait ce sourire soulagé, comme si mon silence signifiait un accord. J'ai levé mon verre, non pour célébrer, mais pour gagner du temps. Dans le noir qui montait, les cigales se sont tues d'un coup, et ce silence, cette coupure nette, a eu la précision d'un avertissement. La nuit a fini par s'installer comme une nappe humide sur les épaules du domaine. Après le dîner, j'ai laissé Léa et Julien monter dans l'ancienne chambre d'amis, celle qui sent la lavande sèche et la cire d'abeille, celle où les rideaux sont trop épais pour les gens pressés. J'ai éteint les lumières une à une, lentement, comme on ferme des portes à l'intérieur de soi. Pourtant, je n'ai pas dormi. Dans le silence, j'entendais le parquet gémir sous des pas qui n'étaient pas ceux de ma fille, plus lourds, plus sûrs, allant et venant, comme si la maison était déjà un plan. Le lendemain, au petit matin, j'ai ouvert les volets sur une brume légère. Les vignes semblaient sages, alignées, mais je sais qu'elles ne le sont jamais. Elles vivent d'une lutte invisible contre le gel, contre la maladie, contre l'oubli. Dans la cuisine, j'ai posé le café, le pain grillé, la confiture d'abricot. Julien est arrivé avant Léa, chemise impeccable, sourire frais, comme si la nuit n'avait été qu'une pause technique. « Vous vous levez tôt, Isabelle. On voit que vous avez l'habitude de porter tout ça. » Porter. Encore un mot qui avait l'air d'un compliment et qui cachait une évaluation. J'ai répondu par une phrase simple, presque banale, pour lui laisser croire que je ne voyais rien. La terre ne connaît pas les grasses matinées. Il a ri doucement. Puis il a glissé, sans transition, vers ce qui l'intéressait. Pas les oliviers, pas la pluie qui manquait, pas les pierres qu'il fallait réparer au muret. J'ai regardé un peu, hier soir, enfin, je me suis demandé, vous avez une idée de ce que l'État prend sur une transmission comme la vôtre ? Entre mère et fille, les droits peuvent monter très vite. On croit protéger en gardant, alors qu'en anticipant, on économise. Il disait économise comme on dit sauve. Je l'ai observé remuer son café lentement, avec cette maîtrise des gestes qui n'appartient pas aux gens qui ont déjà eu peur de manquer. Dans mon dos, le frigo a cliqué, petit bruit mécanique, comme un rappel. La vie continue même quand quelqu'un tente de la détourner. Léa est entrée à ce moment-là, cheveux encore humides, visage heureux d'être revenu chez elle. Elle a embrassé ma joue, puis celle de Julien, avec une spontanéité qui m'a fait mal. Je l'ai vu s'asseoir, se blottir dans la douceur de l'instant, comme si ce domaine était un refuge éternel. Julien a continué, avec une attention presque tendre. « Léa, tu sais, ta mère a fait un travail incroyable. Ce serait dommage qu'une grosse facture tombe un jour, alors qu'il y a des solutions simples. » Il ne parlait pas de solutions, il parlait de passage, de portes ouvertes avant l'heure. Léa a haussé les épaules, distraite. « Oh, maman a toujours dit qu'elle verrait plus tard. » Je n'ai pas corrigé. Pas encore. Je me suis contentée de couper le pain, tranche après tranche, comme on découpe le temps pour l'empêcher de s'échapper. Julien a sorti son téléphone, l'a posé à côté de son assiette, écran vers le haut, comme un objet de pouvoir posé là sans honte. Aujourd'hui, tout se prépare. Une donation, par exemple. On peut réserver certains droits, faire ça proprement. Et surtout, éviter que la valeur du domaine ne soit mangée par l'impôt. Manger. Il avait choisi le mot parfait pour la Provence. Léa a souri, conquise par l'idée d'intelligence. Moi, je sentais plutôt une mâchoire qui se refermait. Parce que ce qu'il appelait proprement, je l'entendais comme rapidement. Et ce qu'il appelait éviter l'impôt, je l'entendais comme déplacer le centre de gravité. Après le petit déjeuner, Léa est partie faire un tour au village, dire bonjour. Julien est resté. Il a proposé de m'aider à porter des caisses au cellier. Dans l'escalier de pierre, sa voix est devenue plus basse, plus directe. « Isabelle, vous avez une fille. Vous n'avez pas envie qu'elle se retrouve coincée. Je peux vous mettre en relation avec des gens très sérieux. On signe, on optimise et tout le monde est tranquille. Tranquille. » Le dernier mot des manipulateurs. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé les caisses une par une dans l'ombre fraîche du cellier.
Puis je me suis tournée vers lui, en essuyant mes mains sur mon tablier. Ici, Julienne, la tranquillité se mérite. Elle ne se signe pas. Quelques heures plus tard, j'ai pris la vieille Clio et j'ai descendu la route sinueuse jusqu'au bourg, les fenêtres ouvertes malgré le froid du matin. L'air avait cette odeur de garrigue froissée, de poussière et de résine, comme si la Provence voulait me rappeler ce qui compte, ce qui s'enracine. Je n'allais pas au marché, je n'allais pas à l'église. J'allais à l'étude de Philippe, notre notaire depuis des décennies, celui qui a vu passer les naissances, les décès, les successions, les réconciliations hypocrites et les ruptures polies. Il connaît les familles comme on connaît les fissures d'un mur. À force de les regarder, on devine où ça va céder. Son étude était fraîche, trop propre, avec cette odeur de papier et d'encre qui rend les sentiments presque administratifs. Philippe m'a reçu sans surprise, comme si mon inquiétude était arrivée avant moi. « Isabelle, asseyez-vous, vous avez le visage de quelqu'un qu'on pousse à aller vite. » J'ai eu un petit rire sec. Il n'y avait pas de place pour la comédie. On me parle d'optimisation fiscale au petit déjeuner, Philippe. Et quand un homme vous parle d'amour comme d'un dossier, je me dis que la vigne n'est pas la seule à être taillée. Il a hoché la tête lentement. Il n'a pas demandé le nom tout de suite, ce qui m'a confirmé qu'il savait déjà de quel type d'histoire il s'agissait. Ici, les notaires n'apprennent pas les drames, ils les sentent. Je lui ai décrit Julien, le parfum trop lourd, les questions sur les parcelles, l'insistance sur la donation, l'assurance qui ne tremble pas. Philippe a pris des notes, puis il a relevé les yeux. « Vous avez entendu parler d'un régime matrimonial qu'il voudrait imposer ?» Le mot « imposer » m'a fait froid dans la nuque. Pas encore, mais il tourne autour de l'idée que tout doit être à nous deux. Philippe a laissé un silence, ce genre de silence qui n'est pas une pause, mais une alerte. « Isabelle, écoutez-moi bien. Si vous donnez la pleine propriété du domaine à Léa et que Léa se marie sous un régime qui met tout en commun, le contrôle vous échappe. On peut vous dire, c'est pour l'amour. Et derrière, c'est une porte ouverte à la vente, à l'hypothèque, à des travaux, à des montages. Même si vous restez dans la maison, vous devenez une invitée sur votre propre terre. Invitée. Le mot a résonné comme une humiliation future. J'ai serré mon sac sur mes genoux comme on serre un dernier rempart. Philippe a poursuivi, plus précis, plus tranchant, sans élever la voix. Le discours sur les droits de succession, c'est vrai, mais c'est un levier classique. On crée une peur et on propose une solution qui profite surtout à celui qui la vend. Vous pouvez aider votre fille sans vous effacer. Il existe des mécanismes, démembrement, réserve d'usufruit, clause de retour. Mais surtout, ne signez rien sous pression et ne laissez personne isoler Léa de vous. Je connaissais ma fille, sa générosité, sa honte de refuser, sa manière de confondre confiance et preuve. Je l'ai dit à Philippe. Il a eu ce regard qui mélange compassion et agacement, celui des hommes de loi qui voient trop souvent les mêmes pièges. Alors vous devez agir en amont et agir proprement. Ce mot, proprement, n'avait rien à voir avec la propreté d'une signature. Il parlait d'une stratégie. Je me suis penchée. Je veux savoir qui il est. Philippe a posé son stylo. Je peux faire une vérification juridique sur des éléments officiels. Mais pour le reste, ce sera votre réseau. Vous avez vécu à Paris, non? Vous avez encore des contacts? J'ai pensé à mon ancienne vie, avant la Bastide, quand je travaillais dans les bureaux, quand je portais des tailleurs et que je savais lire le mensonge sur une ligne de chiffres. Oui, j'avais des contacts. Des gens qui doivent des services, des gens qui n'oublient pas une main tendue. Je me suis levée avec cette sensation étrange de redevenir quelqu'un que je croyais avoir quitté. Philippe, si Julien est un loup, je veux voir ses dents avant qu'il ne s'approche du troupeau. Il m'a accompagnée jusqu'à la porte. Isabelle, soyez prudente. Les loups les plus dangereux ne grognent pas. Ils parlent doucement. En sortant, la lumière m'a frappé au visage. Le village était tranquille, presque indifférent. Et pourtant, au fond de moi, quelque chose venait de se mettre en marche, comme un vieux moteur qu'on croyait rouillé. Je n'avais pas encore de preuves, mais j'avais une certitude. Dans cette histoire, je ne serai pas la mère naïve qu'on berce de mots. Pas sur ma terre, pas sous mon chêne. Quand je suis rentrée au domaine, l'après-midi avait cette clarté crue qui ne pardonne rien.
Les feuilles du chêne semblaient immobiles, comme si même le vent retenait son souffle. Léa était dans la cuisine, enthousiaste, les mains encore poudrées de farine, et j'ai senti qu'elle essayait de recréer une enfance entre deux phrases. Elle m'a parlé d'un café au village, d'une amie croisée par hasard, de Paris qui l'avait fatiguée. Puis elle a prononcé le nom de Julien avec une douceur qui m'a fait l'effet d'une porte qu'on referme à l'intérieur de soi. Il t'adore, tu sais. Il dit que tu es une femme rare. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de ranger des assiettes, de remettre chaque chose à sa place, comme si l'ordre des objets pouvait empêcher le désordre des intentions. Julien est entré quelques minutes plus tard, téléphone en main, sourire déjà prêt. Il s'est assis à table comme s'il l'avait toujours fait, comme si la maison s'habituait déjà à sa présence. J'ai une idée, Isabelle. Une idée qui rassurerait tout le monde. Il a dit ça calmement, presque doucement. Léa a relevé la tête, confiante, prête à recevoir un cadeau. Un contrat de mariage, a-t-il ajouté. Pas un truc froid, au contraire, un engagement total. La communauté universelle, rien à toi, rien à moi, tout à nous. Comme ça, plus de peur, plus de calcul. Juste l'amour. Je l'ai observé parler. Ses mots étaient ronds, agréables, enveloppants, comme ces desserts trop sucrés qui cachent l'amertume. Léa, elle, brillait. Elle a posé sa main sur la sienne, geste simple, sincère, presque enfantin. « C'est beau », a-t-elle murmuré. J'ai senti ma gorge se serrer, non pas par jalousie, mais par lucidité. À mon âge, on apprend que certains hommes utilisent le mot amour pour éviter qu'on prononce risque. Et si l'un de vous tombe malade, ai-je demandé. Si l'un de vous se trompe, si l'un de vous décide un jour de partir. Julien a souri, un sourire de professeur. Justement, la communauté universelle, c'est la confiance absolue. Et puis, avec les bons aménagements, on sécurise, on évite les conflits, on évite les taxes. C'est moderne, moderne. Il avait trouvé le mot qui fait honte aux prudents. Léa a regardé mes mains, mes rides, comme si ma prudence était un vieux manteau qu'elle voulait poser au placard. J'ai baissé les yeux sur le bois de la table. Les veines sombres dessinaient des chemins, des bifurcations. La vie, c'est cela, pas un trait droit. Les jours suivants, Julien s'est mis à occuper l'espace avec une intelligence inquiétante. Il parlait aux voisins agriculteurs comme s'il connaissait déjà la terre. Il observait les limites des parcelles, comme on observe les limites d'un compte bancaire. Et chaque fois que Léa sortait, il trouvait un prétexte pour rester près de moi, un inventaire pour comprendre, une question pour anticiper, une inquiétude pour protéger. Un soir, alors que Léa prenait sa douche à l'étage, j'ai entendu Julien dans le couloir. Sa voix était basse, mais le silence du domaine rend les mots plus nets. Je me suis arrêtée, un torchon à la main, et j'ai écouté malgré moi. Oui, c'est ça. On ne touche pas aux chênes, c'est l'image. Mais autour, on peut dégager, créer une entrée, un parking discret, pas visible depuis la Bastide. Et la piscine, plutôt côté vigne, ça se vend mieux. Le dossier ? Je veux un chiffrage complet avant la cérémonie. Oui, avant. Il y a eu un petit rire rapide, sans chaleur. Puis, la mère garde un attachement sentimental. Ça se gère. On signe et après on avance. Ça se gère, comme un obstacle, comme une formalité, comme moi. Je suis restée immobile. Dans la salle de bain, l'eau coulait, innocente. Dans la cuisine, l'horloge a fait un tic-tac sec, presque insolent. Et j'ai compris que le contrat de mariage n'était pas un serment. C'était un outil pour transformer nos vignes en béton, notre histoire en projet, mon silence en consentement. Cette nuit-là, j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre. L'air sentait la terre et la menthe sauvage. J'ai respiré profondément, comme on se prépare à plonger. Je ne pouvais pas empêcher Léa d'aimer. Mais je pouvais empêcher un homme de confondre l'amour avec un acte notarié signé sous hypnose de beaux mots. Sous mon chêne, les vérités prennent du temps, les mensonges aussi. Mais moi, je savais déjà lequel des deux finirait par pourrir. Le lendemain, j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. J'ai servi le café, j'ai demandé à Julien s'il avait bien dormi, j'ai même ri à une plaisanterie sans saveur. À mon âge, on apprend une chose. La colère est bruyante, elle réveille l'adversaire. La lucidité, elle, travaille dans l'ombre. Je n'avais pas l'intention de me battre à coups de cris dans ma propre cuisine. Je voulais choisir le terrain, la date, la forme. Et surtout, je voulais que Léa reste ma fille, pas mon ennemie.
J'ai proposé une sortie à l'étude de Philippe sous prétexte de mettre à jour 2 papiers et de prévoir l'avenir. Je l'ai dit avec cette légèreté volontaire qui rassure les enfants même quand la maison brûle. Léa a accepté, heureuse à l'idée qu'on s'occupe enfin des choses importantes. Julien, lui, a eu un éclat de satisfaction si furtif qu'il aurait pu passer pour une politesse. Sur la route, Léa bavardait. Elle parlait d'un appartement qu'il pourrait acheter à Aix, d'un projet de vie à deux, de ce futur qu'elle dessinait au feutre rose. Julien ponctuait, encourageait, glissait des phrases comme on glisse des pièces dans un automate. C'est sage, c'est rationnel, c'est sécurisant. Je regardais le paysage défiler et je sentais, dans mon ventre, cette tension sourde des femmes qui ont trop cédé et qui un jour cessent de céder. Philippe nous a reçus avec la même neutralité douce qu'on attend d'un notaire. Il ne choisit pas un camp, il protège le droit. Julien s'est installé face à lui, assuré, élégant, prêt à expliquer au monde comment il fallait le gérer. Léa, à côté, avait ce regard lumineux de celle qui croit que l'amour suffit à rendre les choses propres. Julien a lancé, sans détour, son refrain. Isabelle veut anticiper pour éviter que l'impôt n'abîme tout, une donation idéalement. Et si possible, quelque chose de simple, sans complications inutiles. Philippe a souri, un sourire minuscule. La simplicité, monsieur, est une ambition respectable, mais en matière de patrimoine, elle coûte parfois très cher à ceux qui signent. Julien n'a pas bronché. Léa a ri, gênée, comme si ce n'était qu'un bon mot. Moi, j'ai sorti de mon sac une chemise cartonnée, celle où je rangeais depuis des années les actes, les plans, les factures, les traces de vie. Je l'ai posée sur la table avec lenteur. Je suis prête à transmettre, ai-je dit, mais je ne suis pas prête à disparaître. Le silence a changé d'épaisseur. Julien a plissé légèrement les yeux, comme s'il recalculait un angle. Philippe a ouvert mon dossier, a consulté quelques pages, puis il a relevé la tête vers Léa. Votre mère peut envisager une donation de la nue propriété du domaine. Cela signifie que vous devenez propriétaire sur le papier, mais que votre mère conserve l'usufruit. Léa a froncé les sourcils. L'usufruit, c'est... Philippe a expliqué calmement avec des mots accessibles, presque tendres. C'est le droit d'utiliser, d'habiter, d'exploiter et d'en percevoir les revenus. Tant que votre mère vit, elle reste maîtresse de l'usage. Personne ne peut vendre, transformer, hypothéquer, ni même engager des travaux structurants sans son accord. Julien a esquissé un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. C'est très protecteur, oui, mais ça bloque aussi, non? Pour investir, moderniser. Investir. Le mot est sorti trop vite, trop nu. Léa l'a entendu, je l'ai vu à sa micro-hésitation. Une seconde de trouble comme une ombre sur une vitre. Philippe a répondu avant que je n'aie à le faire. L'usufruit n'empêche pas de vivre. Il empêche de dépouiller. Et il protège aussi Léa, dans un sens. Une propriété grevée d'usufruit ne se manie pas comme un simple actif. Julien a redressé sa cravate, geste automatique, réflexe de contrôle. Il a tenté un rire léger. Bien sûr, je veux juste que tout soit cohérent avec notre projet de couple. Notre projet, comme si le domaine était déjà une pièce de leur futur appartement. Je me suis tournée vers Léa. Je ne voulais pas l'écraser devant lui. Je voulais lui tendre une main, sans la forcer à choisir. « Ma chérie, ai-je dit doucement, je peux te donner la nue propriété. Je peux faire ce pas. Mais je garde l'usufruit. Pas par méfiance envers toi, par respect pour ce que j'ai construit et pour ce que je suis encore. » Léa a baissé les yeux. J'ai senti la lutte en elle, l'amour d'une mère contre la promesse d'un homme. Finalement, elle a hoché la tête lentement. « D'accord, si ça te rassure, maman. » Julien n'a rien dit. Il a souri, poli, presque parfait. Mais dans ce sourire, j'ai vu passer une chose plus froide que la peur, la frustration. Comme si, pour la première fois, le domaine lui avait répondu non. Et moi, en sortant de l'étude, je me suis surprise à respirer plus profondément. Je venais de poser ma première pierre. Une pierre légale, une pierre silencieuse, une pierre que personne ne pourrait déplacer sans moi. Les jours qui ont suivi la visite chez Philippe ont eu une couleur étrange. En apparence, tout était calme. Julien jouait le gendre parfait, celui qui apporte des croissants, qui parle aux voisins avec des phrases simples, qui s'intéresse à la pluie et aux vendanges comme s'il avait toujours vécu ici. Léa se détendait, rassurée par l'idée que tout était réglé. Et moi, je faisais semblant d'être rassurée aussi.
Mais la maison ne ment pas longtemps. Elle vous parle par des détails minuscules. Une porte qu'on referme trop doucement, un tiroir qui reste entrouvert, un écran de téléphone retourné quand j'entre dans la pièce. Julien avait accepté l'usufruit avec une élégance trop rapide. Ce n'était pas la résignation. C'était une pause, un ajustement, comme un joueur qui change de stratégie sans quitter la table. La première alerte est venue d'un appel discret, un soir, alors que Léa était sortie prendre l'air. Une voix d'homme, neutre, un peu rauque. « Madame Isabelle, je m'appelle Morel. On m'a dit de vous contacter. Je n'ai pas demandé qui vous a dit. Je savais. À Paris, il y a des services qu'on ne commande pas sur une vitrine. On les obtient parce qu'on a été loyal quand d'autres ne l'étaient pas. Il m'a proposé un rendez-vous au village, pas à l'étude, pas au domaine. Un lieu banal où une conversation se dissout dans le bruit des verres. J'y suis allée avec un foulard sombre et cette sensation de franchir une frontière intime. Dans le café, l'odeur de pastis et de tabac froid me rappelait les dimanches de mon père. Morel était assis au fond, dos au mur, comme ceux qui ont l'habitude de regarder la sortie. Il n'a pas parlé longtemps. Il m'a posé une enveloppe sur la table, sans théâtralité. Julien, ce n'est pas exactement son nom. Il en a plusieurs. Et surtout, il a un schéma. Schéma, ce mot m'a glacé. Parce que les histoires d'amour, les vraies, n'ont pas de schéma. Elles ont des accidents, des lenteurs, des maladresses. Un schéma, c'est une technique. J'ai ouvert l'enveloppe. Il y avait des copies, des extraits, des traces officielles qui n'avaient rien de romantique. Des changements d'adresse, des sociétés créées puis dissoutes, des liens avec des cabinets qui optimisent, des courriers de mise en demeure, et surtout, un nom qui revenait comme une tache sur un linge qu'on a beau laver, Bordeaux. Morel m'a regardé sans cligner. Il y a 3 ans, à Bordeaux, une veuve, propriétaire d'un atelier et d'un petit immeuble. Même approche. Il entre par la porte du couple, il parle d'impôts, de modernisation, de protection. Il obtient une signature, puis il accélère. Travaux, prêts, engagements. Quand la femme comprend, tout est déjà verrouillé. Je sentais mon cœur battre dans mes tempes, mais mon visage restait immobile. Je suis de celles qui ont appris à pleurer plus tard. La veuve, ai-je demandé. Morel a sorti une photo, une image simple, presque triste. Une femme d'une 60aine d'années, un regard fatigué, debout devant une façade qui ne lui appartenait déjà plus. Elle a essayé de se battre, mais les montages étaient propres sur le papier. Le sale était dans la vitesse, dans la pression, dans l'isolement. Elle a perdu surtout parce qu'elle était seule. Seule. Voilà le mot qui résume tant de drames. J'étais pas seule, moi. J'avais Philippe. J'avais le domaine. J'avais mon expérience. Mais Léa pouvait le devenir en un mois, en une phrase, en une dispute bien orchestrée. Morel a ajouté plus bas, « Votre usufruit le contrarie, donc il va changer d'angle. Il va tenter de vous faire passer pour l'obstacle, la mère possessive, la vieille qui s'accroche. Il ne vous attaquera pas frontalement. Il fera en sorte que votre fille vous demande elle-même de lâcher. » Je suis restée un moment à regarder les papiers. Les dates, les noms, les preuves, la vie réduite à des lignes noires. Et dans ma poitrine, une colère froide presque propre s'est installée. Pas une colère qui casse, une colère qui construit. Quand je suis rentrée, la nuit était tombée sur la Bastide. Julien était dans le salon, un verre à la main, parlant à Léa avec une douceur étudiée. Elle riait. Elle avait l'air légère. J'ai serré l'enveloppe contre moi comme on serre une vérité fragile. Je les ai regardés. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée d'allumer une lampe doucement pour que la pièce change de lumière. Dans ce halo, j'ai vu le visage de Julien se tourner vers moi une seconde trop tard, comme s'il venait de se rappeler que j'existais encore. Et je me suis promis une chose, silencieusement, sans menace, sans éclat. Il ne ferait pas de ma fille une page de plus dans son dossier. Pas sur ma terre, pas sous mon chêne. La semaine a basculé sans bruit, comme un fruit trop mûr qui tombe la nuit. Tout s'est mis à accélérer autour de nous, avec cette fausse évidence des choses logiques. Le choix du traiteur, les fleurs, la liste des invités, la date fixée pour ne pas laisser traîner. Julien répétait ce mot comme un mantra, ne pas laisser traîner. Il parlait de l'amour comme d'une organisation. Léa s'y accrochait, grisée par l'idée qu'une vie peut se planifier, qu'un homme pressé est un homme sérieux.
Moi, je faisais ce que les femmes prudentes font depuis toujours. Je laissais l'orage se former sans tendre le parapluie au mauvais moment. Je gardais l'enveloppe de Morel dans un tiroir fermé à clé. Je n'en parlais à personne, pas même à Philippe, pas encore. Parce que je connaissais la mécanique. Si je mettais la vérité trop tôt entre les mains de Léa, Julien la transformerait en paranoïa maternelle. Il la consolerait. Il l'envelopperait. Et dans le même geste, il la couperait de moi. Le matin d'avant la cérémonie, la maison était déjà dans une agitation feutrée. On avait ouvert des fenêtres, déplacé des meubles, posé des bouquets partout comme pour masquer la tension. Léa allait et venait, robe suspendue dans la chambre, téléphone collé à l'oreille, voix qui tremblait d'excitation. Julien, lui, était étonnamment calme, trop calme. Il avait cette tranquillité des gens qui pensent que la fin est écrite. Vers 10 heures, Léa est partie au village chercher une dernière bricole, un ruban, une épingle, un détail insignifiant qui devient soudain vital quand on veut éviter de penser à l'essentiel. Julien a dit qu'il resterait pour gérer 2-3 choses. Je l'ai vu monter à l'étage avec sa sacoche, celle en cuir sombre qu'il ne laissait jamais traîner. Il a disparu dans la chambre d'amis, puis le silence s'est installé épais, presque religieux. J'étais dans la buanderie. Je pliais des draps avec lenteur, comme si je pliais des années. C'est alors que j'ai entendu un bruit sec, une fermeture éclair, puis un chointement de papier. Rien de spectaculaire. Juste assez pour que mon instinct se tende. J'ai retenu mon souffle. J'ai attendu, un pas, un autre. Puis Julien est ressorti, téléphone à la main, et il est descendu dans le jardin, comme quelqu'un qui veut appeler sans être entendu. Je suis restée immobile une seconde. La maison, elle, n'a pas hésité. Elle m'a rappelé les marches, la poignée, le couloir. Je suis montée sans faire de bruit, comme on remonte une mémoire. Devant la porte de la chambre d'amis, j'ai senti l'odeur de son parfum, trop sucré, collé au tissu. La sacoche était restée sur la commode, ouverte à moitié. Je n'ai pas touché, je n'ai pas fouillé. J'ai juste regardé ce qu'il avait laissé visible, par arrogance ou par précipitation. Une chemise blanche, un dossier plastique, des pages imprimées. En haut, des mots en gras, promesse de vente. Et plus bas, les termes nets, indiscutables, le bien 6, puis la description de notre domaine, nos parcelles, nos références cadastrales, un prix, un nom d'acquéreur, une date, celle qui suivait la cérémonie, comme si le mariage n'était qu'une formalité préalable à la signature véritable. Je sentais mes doigts devenir froids. Mon cœur battait, mais mon corps restait d'une précision mécanique. J'ai lu sans m'attarder, assez pour comprendre, assez pour ne plus pouvoir me mentir. Ce n'était pas une hypothèse, c'était prêt, tapé, calibré. Il ne manquait qu'une chose, la main de Léa au bon endroit. Derrière moi, un plancher a craqué. Je me suis retournée d'un coup. Léa se tenait sur le seuil. Elle était revenue plus tôt. Son visage était pâle, comme si elle avait traversé une pièce sans air. Elle a regardé la sacoche, puis les pages, puis moi. Elle a avancé, lentement, comme on s'approche d'un animal qu'on croyait domestique. Elle a pris le dossier, ses mains tremblaient, mais son regard, lui, s'est durci à mesure qu'elle lisait. Je n'ai pas prononcé un mot. Je l'ai laissé se cogner à la vérité, parce que certains chocs doivent être personnels pour être irréversibles. Quand elle a relevé la tête, ses yeux brillaient, non pas de larmes, mais d'une onde brûlante. « Maman, il avait déjà vendu ?» Ce n'était pas une question. C'était une chute. Dans le jardin, au loin, la voix de Julien flottait, calme et assurée, comme s'il parlait d'un dîner. Léa a serré les feuilles contre sa poitrine. Et pour la première fois depuis son retour, j'ai vu ma fille sortir de son rêve sans attendre qu'on la secoue. Elle a murmuré, la gorge serrée, « Qu'est-ce qu'on fait ?» Je l'ai regardée, longtemps. Puis j'ai posé ma main sur la sienne, doucement, comme on ancre quelqu'un qui vacille. On fait ce que la terre nous a appris, Léa. On laisse le mensonge croire qu'il a gagné, jusqu'au moment où il s'effondre tout seul. Le jour de la cérémonie s'est levé avec une lumière trop belle pour être honnête. Le ciel était d'un bleu calme, presque indifférent à ce qui allait se jouer dessous. Le chêne projetait une ombre large et protectrice, et les chaises avaient été disposées avec soin, comme si l'ordre pouvait conjurer le chaos. Les invités arrivaient par petites grappes, souriants, élégants, porteurs de cadeaux et d'illusions. Personne ne voyait la faille. C'était parfait.
trop parfait. Léa était dans sa chambre, sa robe pendait comme une promesse fragile. Elle ne pleurait pas. Elle était devenue silencieuse, concentrée, presque étrangère à celle que j'avais vue grandir. Je l'ai aidée à boutonner le dos sans parler. Il y a des moments où les mots sont des intrus. Avant de sortir, elle m'a regardée dans le miroir, pas pour chercher mon approbation, pour vérifier que je tenais encore debout. Julien nous attendait déjà sous le chêne. Costume clair, sourire impeccable, posture d'homme sûr de lui. Il serrait des mains, embrassait des joues, jouait son rôle avec un naturel troublant. Quand il a vu Léa s'avancer, il a eu ce regard de triomphe discret, celui de ceux qui pensent que tout est verrouillé. Il m'a salué avec respect, presque affectueux, comme on salue une formalité qui touche à sa fin. La cérémonie a commencé. Des phrases convenues, des sourires émus, des murmures. Je regardais Julien plus que le reste. Ses mains, son souffle, sa manière d'anticiper chaque geste, chaque étape, comme un homme qui connaît la partition par cœur. Puis est venu le moment qu'il attendait. Celui où l'on évoque les documents, les signatures, l'engagement légal. Le notaire invité a pris la parole, posé, précis. Julien a hoché la tête, déjà prêt. Avant de procéder à la signature du contrat de mariage, il souriait. Léa, elle, ne souriait plus. Quand le notaire a demandé les documents, Julien a tendu une chemise élégante, sûre, préparée. Mais Léa n'a pas bougé. Elle a pris une inspiration lente, profonde. Puis elle a sorti de son sac une autre chemise, plus simple, plus épaisse. Elle l'a posée sur la table, doucement mais fermement. Julien a cligné des yeux. « Léa, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. » Sa voix était restée calme, mais je l'ai entendu, ce petit accroc, cette micro-panique qui trahit les plans contrariés. Léa a relevé la tête. Sa voix était claire, étonnamment posée. « Si, c'est exactement ce que j'ai prévu. » Le notaire a ouvert le document. Il a lu. Son regard a changé légèrement. Il s'agit d'un contrat de séparation de biens. Un souffle a traversé l'assemblée. Rien de bruyant. Juste ce léger déplacement de l'air quand une vérité se pose. Julien a pâli, pas beaucoup. Juste assez pour que je sache qu'il comprenait. Il a essayé de rire. « C'est une plaisanterie ?» On en avait parlé. Léa l'a interrompu, calmement, sans colère. « Tu en as parlé, moi j'ai compris. » Je me suis levée, lentement. Le chêne me couvrait de son ombre. J'ai regardé Julien, non pas comme un ennemi, mais comme une erreur révélée. Julien, ai-je dit, ici on cultive la terre. Pas les mensonges, le vin a besoin de temps, la vérité aussi. Il a ouvert la bouche, puis il l'a refermée. Autour de nous, les invités se taisaient, conscients d'assister à quelque chose qui ne s'achète pas. Julien a regardé Léa, puis moi. Son sourire s'est effondré. Enfin. À cet instant précis, j'ai su qu'il avait perdu. Pas parce qu'on l'avait humilié, mais parce qu'il n'avait plus rien à signer. Julien a tenté de reprendre la scène, comme on rattrape un verre qui glisse. Il a fait un pas vers Léa, a posé 2 doigts sur sa manche, geste à la fois intime et possessif. « Léa, tu es stressée. Ta mère te monte la tête. On ne change pas un contrat comme ça devant tout le monde. On en parle à l'intérieur, calmement. » Je n'ai pas supporté ce calmement. C'était le même mot que dans la cuisine, le même voile jeté sur la contrainte. Léa a retiré sa manche d'un mouvement sec, sans violence, juste une limite. Le notaire, lui, a gardé son calme professionnel, mais sa bouche était devenue plus fine. Les invités se regardaient, hésitaient entre le malaise et la curiosité. La Provence, elle, restait belle, indécente dans sa lumière. Julien s'est tourné vers moi, et dans ses yeux, j'ai vu l'ancienne stratégie. Inverser les rôles, faire de moi l'obstacle, l'excès, la vieille femme qui s'accroche. « Isabelle, je vous respecte, mais vous ne pouvez pas manipuler votre fille. On s'aime, ce n'est pas une affaire. » Une affaire, voilà. Enfin, le mot sortait malgré lui. Je n'ai pas souri, j'ai simplement posé ma main sur le dossier que j'avais gardé près de moi. Un dossier discret, épais, que personne n'avait remarqué jusque-là, parce que les mensonges détournent toujours l'attention des preuves. Je l'ai ouvert lentement, sans théâtre. À l'intérieur, des copies, des extraits, des courriers, des identités, des dates. Pas des rumeurs, des traces. « Vous avez raison, Julien, ai-je dit. Ce n'est pas une affaire, c'est un schéma. Et vous en êtes le centre. » Le silence est tombé plus lourd qu'avant. Même les oiseaux semblaient s'être arrêtés. Julien a avancé d'un demi-pas, comme si sa présence pouvait effacer les pages. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je n'ai pas répondu tout de suite.
J'ai laissé mon doigt glisser sur un nom, puis un autre. Bordeaux. Une société. Une mise en demeure, une plainte classée sans suite faute d'éléments à l'époque. Puis d'autres victimes, d'autres tentatives, d'autres pressions. Des histoires de femmes seules, de familles pressées, d'héritage optimisé jusqu'à l'os. Léa a pris une feuille, l'a lue, et j'ai vu son visage se fermer, non pas par haine, mais par lucidité douloureuse. Julien a eu ce petit rire nerveux des gens qui comprennent qu'ils ne contrôlent plus la pièce. C'est grotesque. Vous avez fait surveiller ma vie? C'est illégal. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce qui est illégal, Julien, c'est de préparer une vente avant même le mariage. Ce qui est illégal, c'est de faire signer sous pression, d'isoler, de mentir par omission. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas une vengeance. C'est un bouclier. Philippe était là, un peu en retrait comme prévu. Il n'avait pas besoin de s'avancer. Sa présence suffisait à donner au moment une gravité particulière. Julien l'a repéré et une ombre a traversé son visage. Je me suis approchée de Julien, d'un pas seulement, juste assez pour qu'il entende sans que les autres n'entendent trop. Ma voix est restée basse. Écoutez-moi bien, je ne vais pas vous faire un scandale. Pas ici, pas sous ce chêne. Vous partez maintenant. Vous ne touchez plus à ma fille. Vous ne remettez plus les pieds sur ce domaine, et je garde ce dossier. Il a voulu parler, protester, menacer. Je l'ai coupé d'une douceur tranchante. Si vous insistez, Philippe et moi, nous déposons une plainte avec ces éléments et nous faisons un signalement au procureur. Vous savez très bien où ça mène. Enquête, audition, brigade spécialisée. Et si vous pensez que votre costume vous protégera, vous vous trompez. Julien a avalé sa salive. Il a regardé l'Assemblée comme s'il cherchait un appui, une issue honorable. Il n'y en avait pas. Les gens reculent toujours quand la vérité prend une forme administrative. Il a reculé d'un pas, puis d'un autre. Son sourire s'est recomposé une dernière fois, plus pâle, plus mécanique. « Léa, tu regretteras. » Elle n'a pas répondu. Elle a simplement détourné le regard comme on tourne la page d'un livre qu'on croyait aimer. Julien est parti par l'allée de cyprès, seul, sans applaudissements, sans cris, escorté par les regards. Le gravier a crissé sous ses chaussures, bruit humiliant, presque vulgaire dans cette mise en scène trop propre. Et quand sa silhouette a disparu, j'ai senti la vraie menace se déplacer. Ce n'était plus lui, là-bas, qui comptait. C'était ce qu'il avait déjà tenté d'installer en Léa. La honte, la culpabilité, la confusion. Je me suis tournée vers ma fille. Ses lèvres tremblaient, mais elle tenait debout. « Maman », a-t-elle soufflé. Je lui ai pris la main, sans la serrer trop fort. « On va rentrer. Maintenant. Et on va regarder en face ce que tu as failli signer. Ensemble. » Nous sommes rentrés dans la maison comme on rentre après un enterrement, en ramassant les morceaux sans faire de bruit pour ne pas réveiller ce qui pourrait encore nous mordre. Dehors, les invités se dispersaient, gênés, murmurant des phrases creuses sur les malentendus et les émotions. Je n'ai pas cherché à retenir personne. J'avais compris depuis longtemps que les témoins aiment le spectacle, mais fuient la conséquence. Dans la cuisine, Léa a posé sa robe sur une chaise, comme on dépose une peau qu'on ne reconnaît plus. Elle s'est assise face à la fenêtre. La lumière de fin d'après-midi tremblait sur les tomates et l'air sentait le romarin chauffer au soleil. Elle fixait la cour, là où Julien avait marché quelques heures plus tôt, comme si le gravier gardait encore l'empreinte de sa chaussure. Je n'ai pas rempli le silence avec des explications. Je lui ai simplement apporté un verre d'eau. À un moment, elle a murmuré, sans me regarder, « J'ai été ridicule. » Je me suis assise en face d'elle, lentement. À mon âge, on ne contredit plus les émotions, on les accompagne. « Non, ai-je dit, tu as été aimante. C'est différent. Les gens comme lui se nourrissent de ça. » Elle a serré ses mains, les a regardées comme si elle l'avait trahi. Et si il avait déjà tout préparé, et si je n'avais rien vu? C'est là que la vraie douleur est montée. Pas celle du scandale, mais celle de l'abîme évité de justesse. Je me suis penchée et j'ai posé ma paume sur ses doigts. Pas pour la consoler comme on console un enfant, pour la ramener à la réalité. Alors, tu aurais signé et il aurait accéléré. Et moi, je serais devenue un obstacle à gérer. Tu vois, ce n'est pas toi qui as failli. C'est lui qui a mis une corde là où tu croyais trouver un ruban. Le soir est tombé plus doucement. Le domaine reprenait sa respiration.
On entendait au loin une voiture, un chien, le froissement des feuilles. J'ai sorti un autre dossier, plus propre, plus ancien, celui que je gardais pour les jours où il faut faire du bien sans faire de bruit. Je ne t'ai jamais tout dit, Léa, parce que je voulais que tu vives libre, sans obsession du patrimoine. Mais la liberté, ça se protège aussi. Je lui ai montré les documents. Une donation encadrée, oui, avec l'usufruit que je garde. Des clauses simples, légales, qui empêchent la précipitation et l'emprise. Et surtout une assurance vie ouverte depuis longtemps, alimentée petit à petit, pas une fortune exhibée, mais un rempart discret. Pour qui? A-t-elle demandé, étonnée. Je l'ai regardée et j'ai senti dans ma poitrine cette tendresse grave qu'on n'a plus à 20 ans. Pour ton avenir et pour l'enfant que tu auras peut-être un jour. Pas pour acheter des vies, pas pour impressionner. Pour que personne ne puisse te mettre un ultimatum au petit déjeuner. Pour que tu n'aies jamais à choisir entre l'amour et ta dignité. Elle a baissé la tête. Les larmes sont venues, enfin, comme une pluie qu'on retient trop longtemps. Je l'ai laissée pleurer sans commenter. Les larmes, c'est pas une faiblesse. C'est la preuve qu'on a compris. Plus tard, nous avons ouvert la porte sur la terrasse. Le ciel se teintait d'orange et de violet. Le chêne dressait sa silhouette, immense comme un vieux gardien. Léa a inspiré, profondément, et sa voix était rauque. Je ne sais pas comment te remercier. Je n'ai pas répondu par un discours. J'ai simplement posé mon regard sur la terre, sur ces rangs de vignes qui demandent du temps, toujours. Et j'ai dit doucement, comme on confie une vérité à quelqu'un qui est prêt, « Tu me remercieras en te souvenant de ça. L'amour n'exige pas que tu te dépouilles. L'amour ne te presse pas. L'amour ne se signe pas sous une menace invisible. Si un homme te fait croire que la preuve d'aimer, c'est d'abandonner tes protections, alors il ne t'aime pas. Il te compte. » La nuit s'est installée. Et, pour la première fois depuis le retour de Léa, j'ai senti le domaine redevenir un foyer, pas un butin. Je n'avais pas gagné contre Julien. Je l'avais empêché de s'installer. La vraie victoire à mon âge n'est pas de punir, c'est de rester debout et de transmettre autrement. Non pas une terre seule, mais une conscience. Quand tout s'est tu, quand la poussière est retombée sur l'allée de cyprès, il m'est resté une certitude simple, presque rude. L'amour n'est jamais une urgence administrative. On nous a appris, surtout à nous les femmes, à confondre le don avec l'effacement, la confiance avec l'abandon de nos garde-fous. On nous a dit que protéger, c'était retenir, que prévoir, c'était manquer de foi. C'est faux. Prévoir, c'est aimer sans se trahir. Ce que j'ai compris trop tard pour moi, mais juste à temps pour ma fille, c'est que les plus grandes violences ne commencent pas par des cris, mais par des phrases bien polies. Par des « c'est pour ton bien », des « fais-moi confiance », des « ne compliquons pas ». Les prédateurs modernes ne forcent pas les portes. Ils attendent qu'on leur tende les clés avec le sourire. Et ils appellent ça l'amour. La vraie transmission n'est pas seulement une maison, une terre, de l'argent. C'est un regard lucide. C'est le droit de dire non sans se justifier. C'est la capacité de reconnaître quand quelqu'un nous compte au lieu de nous aimer. À notre âge, rester debout n'est pas un orgueil. C'est un devoir. Pour soi. Pour ceux qui viennent après. Et vous qui écoutez cette histoire, avez-vous déjà senti qu'on vous pressait de décider trop vite? Avez-vous déjà signé, accepté, cédé par peur de décevoir ou d'être seul? Avez-vous déjà confondu l'amour avec la perte de contrôle? Si cette histoire résonne en vous, racontez-la. Racontez votre moment de doute, de réveil ou même de chute. Vos mots peuvent protéger quelqu'un d'autre, comme les miens ont protégé ma fille. Écrivez, partagez, osez dire ce que vous avez compris trop tard ou juste à temps. Parce que le silence protège toujours les mauvais rôles et que nos histoires, elles, peuvent encore servir de bouclier. It's okay, I'm here. I'm right here for you, okay? Shh. Shh, it's okay. It's okay. Shh. I'm just gonna keep talking to you.
herself.